Bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou, José, Doc Mayou, bon matin. José, le masque d'oxygène en avion Oui, est une leçon de vie. oui. On va le dire, c'est parce que pendant la pause, avant qu'on débute l'émission, on discutait. Puis, je vous disais que moi, il y a une image que j'aime vraiment beaucoup. C'est parce que souvent, pour pouvoir aider les autres, il faut être bien avec soi-même. D'ailleurs, il va peut-être y avoir un lien avec l'émission d'aujourd'hui, là, mais nous, on parlait de tout ça sans aucun rapport avec notre thème. Puis je disais, moi, l'exemple que je trouve incroyable, c'est quand tu es dans l'avion. Ben, ils disent toujours qu'en cas là, de pépins... De dépressurisation de la cabine. Si l'air commence à être rare, les masques vont tomber. Et voilà. Oui. Et là, si tu veux être en mesure d'aider les autres, il faut que tu prennes le masque en premier. Et de cette façon, tu vas pouvoir être en mesure d'aider les autres. Oh, prendre le masque en premier? Mais quelle ignominie! Donner sans compter ne s'applique plus. Pensez d'abord à vous avant de penser à l'autre. Mais quel égoïsme perfide! C'est vrai que ça fait ça. Mais je pense qu'on a grandi avec on s'est fait dire que c'était pas bien de penser à soi en premier. Hein? On a grandi avec plein de sophismes. Il y en a un qui est succulent puis que j'ai jamais compris là, dans la Bible quand on dit là, si quelqu'un, j'ai pas la phrase exacte là, mais si quelqu'un te fait quelque chose, si quelqu'un te frappe, présente l'autre joue. Ça là, présente l'autre joue. Ça fait-tu assez Maillet. Ben oui, faible. Maillet. Quel imbécile est allé écrire ça? Je sais pas si quelqu'un te frappe, présente l'autre joue. Quel imbécile! C'est dangereux, innocent. J'étais toute petite, là, puis je la comprenais pas, celle-là. Hey, l'autre, donner sans compter. Tu vas être ruiné. Casse. Père et mère, tu honoreras. Afin de vivre longuement. Mais là, c'est pas tous les pères et mères qui méritent d'être honorés, là, on s'entend? Oui, facilement. Alors, honorer une mère cruelle, un père irresponsable et dangereux, incestueux. Ah, c'est dangereux, là. L'idiot qui a écrit ça avait pas pensé à la nature humaine. Il n'avait pensé qu'à l'idéalisme. Dans un monde idéal, au paradis, peu importe la religion, nous allons vivre sans aucun vice. Alors là, ceux qui vont aller au paradis, vous appliquerez vos gugus tant que vous voudrez. Moi, je vais aller en enfer. J'aime mieux aller dans la rôtisserie parce qu'on va être une belle gang de joyeux lurons. Non, mais ça, le paradis Doc, m'intéresse pas, moi. C'était vraiment un contrôle sur la population. Hey, je vais en fâcher, là, ça a rendu que c'est moi qui parle de même, mais c'était un contrôle sur la population, là. Tu sais, le monde qui était bon, là. Les bons catholiques, c'était ceux qui tendaient... Moi, je m'excuse, des fois, vous stickez des affaires, moi, je suis là-dessus, là. Le bon monde, c'était ceux qui tendaient l'autre joue. Mais sans me voir qu'il arrive quelque chose, puis que mon conjoint tend l'autre joue. Ouais, ben là, les Juifs, ils l'ont essayé, ça, avec les Allemands. Et sais-tu comment ça a résulté après la guerre? Never again. Ça veut dire quoi, never again, que les Juifs ne cessent de nous répéter? À raison. Ça veut dire qu'on tendra plus jamais l'autre joue quand on va être fessé d'un côté, gagne de casse. Never again... Plus jamais je vais me laisser frapper. C'est ça, le leitmotiv des Juifs à l'heure actuelle. Never again. Mais pensez-vous que dans la population, c'est encore ancré, ça? Ben oui, je sais beaucoup. Ben oui. Les gentils, c'est ceux qui se laissent faire, puis les pas fins, c'est ceux qui se défendent. Ben oui. La légitime défense au Québec est littéralement massacrée. On tourne continuellement autour de ça. Et il y a une couple d'imbéciles, malheureusement, qui ont imposé à une collectivité des attitudes collectives extrêmement malsaines pour fin de cultiver l'esprit de troupeau. L'humain est un animal grégaire. Il y en a plusieurs qui ont compris ça il y a très longtemps, il y a des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Et si tu réussis à les garder à un stade où ils ne se développent pas, ça fait comme un troupeau. Tu sais, ça fait Zimbabwe. Tu sais, au Zimbabwe, c'est un gros troupeau. En Afrique du Sud, gros troupeau aussi. Moins de troupeau qu'au Zimbabwe, mais quand même, là.
Tu comprends? Pour faire un lien avec... Président du Zimbabwe, il a 92 ans. Il ne sait plus s'il s'en va ou il s'en vient quand il marche. C'est hallucinant, José. Hey, Mugabe, 92 ans ou 94, il est au-dessus de 90 ans, le père. Il ne sait plus. Écoute, tu le regardes, là, puis quand il se déplace, là, il n'a aucune idée où il s'en va. J'ai pas suivi l'actualité politique du Zimbabwe. Je peux pas Mugabe. vous en parler. Je peux pas. Mais m'aller vérifier, par exemple. C'est intéressant. Doc, pour notre sujet d'aujourd'hui, on peut-tu faire un lien avec ce qu'on vient de dire? Parce que aujourd'hui, moi, il y a une nouvelle qui j'ai trouvée extraordinaire. Vraiment, là. C'est dans le journal Le Soleil. Je sais pas si c'est dans la presse aussi, là. Mais la financière Sun Life, qui est une grosse entreprise, là, on s'entend, qui est cotée en bourse, etc., a décidé de reviser son panier d'avantages sociaux pour ses travailleurs. Pour donner une idée aux gens, nous autres ici, là, à Cogeco, c'est Assurance Desjardins là, qui nous offre là, nos assurances, médicaments, nos assurances pour voir des spécialistes. Moi, personnellement, là, dans mon package que j'ai pour des soins en santé mentale, psychologue, j'ai droit, et les membres de ma famille, à 1 000 $ par année. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est 10 séances. Là. Ça revient pas mal à ça, là, je pense, dans les prix. Bon. Oui. Eux autres, ils avaient droit à 1 200. Bon, c'était quand même un petit peu plus, là. Oui. Mais là, ils font passer de 1 200 à 12 500 $ la couverture annuelle des services de psychologue pour ses employés. Je vous jure, je pensais que c'était trompé. Je pensais qu'il y avait une erreur de frappe. Une erreur de point. Le point à mauvaise place. 12 500 $ par famille. Et ça va être autant pour qu'ils puissent rencontrer des thérapeutes de couple, des psychologues, des psychiatres, Hey, moi, à ce prix-là, je pourrais vous consulter en psychanalyse. Oui. Parce que là, avec le mien, je peux pas, là. Tu sais, mais avec ces assurances-là, ça donne encore plus de profondeur aux thérapies. Puis eux, bon, ils ont-tu vraiment fait ça pour la santé mentale de leurs employés ou parce qu'il y avait des économies à faire en bout de ligne? Bon. Ouais. Oh, Sun Life, compagnie d'assurance, extrêmement respectée, appartenant à qui? Nul autre que les Desmarais. Et les Desmarais, on peut ne pas les aimer, excellents financiers. Puis dans ces compagnies-là... Alors, pour répondre à ta question... Oui, mais je pense qu'il y a des actuaires qui travaillent très fort aussi, là, pour analyser, puis pour comparer, puis pour... on s'entend on est dans les gros sous, là. L'Empire Desmarais, c'est un très petit groupe de personnes extrêmement compétentes. Et eux, ils ont... à l'occasion, ils peuvent se gorger d'un Henri-Paul Rousseau. Maintenant, pas trop souvent. Mais eux, ils ont constaté... Je suis méchant. J'essaie de vous sauver, là. J'essaie... Non, ben j'ai rien dit de mal. OK. Se gorger de... Selon vous, Doc Mayou, on va vous poser une question. Les problèmes de santé mentale, là, ça représente combien en invalidité à long terme? C'est le tiers des invalidités à long terme qui sont liées à des problèmes de santé mentale. Ouais. Et dans 45% des cas, c'est quasiment 1 sur 2, là, la durée de l'absence est de plus de 6 mois. Ouais. Alors, eux, ils sont arrivés en se disant au calcul suivant, finalement, si on propose cette couverture-là annuelle de 12 500 $ par famille, ça peut paraître beaucoup. Par contre, en intervenant promptement auprès d'un travailleur présentant des signes de détresse, ça ne revient pas si cher que ça. Ouais. La détresse psychologique et la souffrance, ils ont tout à fait raison. Et il parle également du coût du présentéisme, qui sont très élevés également dans l'entreprise. Présentéisme, qui veut dire... Que t'es là, mais t'es pas là. T'es là physiquement, mais ton mental est ailleurs. Ça peut être parce que tes enfants, ils ont de la misère à quelque part. Ça peut être n'importe quoi d'autre, mais t'es physiquement à ton travail, mais t'es pas productif pour ton employeur. La veille de cette fête garochée dans le mur par son conjoint, le lendemain, penses-tu que la femme est présente à son travail? Non. Elle est présente physiquement, mentalement, pas là. Exact. Problème financier à la maison, n'importe quoi, n'importe. Son ado qui est pris dans la drogue, quelle que soit la problématique, il appelle ça du prix. C'est que t'es là, tu vas chercher ta paye, mais t'es pas fonctionnel à la job. Donc, maintenant, José, juste une petite parenthèse avant que tu retiens ton point, c'est que les compagnies d'assurance ont accès à la même information que les psychiatres. Alors, depuis 4-5 ans,
il est clair dans les recherches qu'il y a beaucoup d'interventions psychologiques qui sont aussi bonnes que, et sinon meilleures, plus efficaces que les interventions avec les antidépresseurs. Bien, c'est là qu'on se suit, Doc Mayou. Nos idées se suivent. C'est la question qu'on pose. Est-ce que finalement, les antidépresseurs sont notre pire ennemi? Peuvent. Pas nécessairement, pas dans tous les cas, là. Non, mais et si les gens avaient accès à un psychologue, un psychiatre, parce que pas tout le monde qui a accès. Puis il y a les listes d'attente qui sont très longues dans certains cas. Puis si tu n'as pas d'assurance en milieu de travail, ben faut que tu sortes de l'argent de ta poche en plus. Oui. Fait que ça devient compliqué, là. Alors là, c'est surtout psychologues, psychanalystes qui sont visés par la financière. Oui. Surtout les psychologues, aussi les psychanalystes. Oui. Oui. Alors, comme société, c'est notre question de base, mais on aimerait ça vous entendre, là, de par votre expérience. De toute façon, au nombre de gens qui prennent des antidépresseurs, il doit y en avoir une couple parmi ceux qui nous écoutent qui se sentent concernés. Alors, comme société, est-ce qu'on devrait prioriser la santé mentale versus les prescriptions de médicaments? Vous riez, mais pour l'instant, on fait l'inverse. Là. Pour l'instant, c'est les pilules, les médicaments. Puis vous le savez, on est en plein dans votre domaine, dans votre champ d'expertise. Là. Minimum 700 000 adultes et la majorité des jeunes adultes sont aux antidépresseurs actuellement. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai des chiffres. Je pourrais vous en donner au retour de la pause. Fais-moi mentir avec mon 700 000. Non. On va garder le punch pour le retour de la pause. Fais-moi mentir. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Comme société, là, est-ce qu'on devrait lâcher les médicaments et vraiment focusser sur les soins, comme le fait la financière Sun Life? Là. Moi, je trouve ça incroyable. Pour eux autres, ça va être payant, mais pour les employés aussi. Destination Santé. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Pensez-vous que notre sujet touche pas mal nos auditeurs, Doc Mayou? En 2012, les antidépresseurs étaient le 3e médicament le plus prescrit au Canada. En première position, c'était l'hypertension. En 2e, anticholestérol, là, les produits, les médicaments pour le cholestérol. Donc, c'est énorme, là. 3e médicament le plus prescrit au Canada. Ils se mangent la pilule pour les nerfs au Canada. C'est gênant. Et là, regardez bien ça. Oui, vas-y. En 2011, et ça, c'est pour le Québec. Oui. 14,2 millions d'ordonnances d'antidépresseurs ont été délivrées par des pharmaciens. Ça représente des ventes de 420 millions juste en antidépresseurs en un an. Attends un peu. Pour que les auditeurs nous suivent bien, il est important que quand on parle de 14 millions, il faut diviser par 12. Il faut diviser par 12 parce que c'est 12 mois. Ce sont des prescriptions mensuelles. C'est pas 14 000. Mais c'est beaucoup. C'est énorme. Oui. Tout à l'heure, avec mon petit chiffre de 700 000 adultes, là, je suis en arrière dans mes statistiques. Hein? Alors, ça fait à peu près 1 million coq. 1 million d'adultes. On est 8 millions au Québec, là. Une personne sur 8. Oui. Mais regardez, en 5 ans... Et pilulé. La consommation d'antidépresseurs a augmenté de 50 %. Ben oui. Et là, on a des statistiques pour les jeunes. Ça date de 2015. Oui. 2931 jeunes de moins de 18 ans ont pris des antidépresseurs en 2014, une hausse de 65 % par rapport à il y a 10 ans, et 55 % des jeunes sont des filles. Ouais. On bourre les jeunes filles de pilules au Québec. Le Québec haït les enfants, dit Mayou. J'en viens pas, moi, de ces chiffres-là. Hein? C'est énorme. Et là, on inclut maintenant de la cochonnerie. Là. On inclut du Vivance, qui est une amphétamine, supposément, pour traiter un trouble déficitaire de l'attention. Chers auditeurs, tout adulte de plus de 18 ans, particulièrement les jeunes femmes, qui sont en détresse psychologique ou en souffrance, vont avoir un trouble de concentration et d'attention. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est que
ça prend pas un gros bouleversement psychologique ou une grosse souffrance intérieure pour ne pas être capable de se concentrer. Ce n'est pas réparé du tout par un antidépresseur et encore moins par le Vivance, qui est une amphétamine qui est du speed, ou le Ritalin, ou à 1 degré moindre, le Wellbutrin. Qu'on se le dise, ça vient pas de Mayou, là, ça commence à être pas mal connu, cette histoire-là. Là. Et ça commence à être pas mal gênant, où on veut régler. Où beaucoup de médecins, de plus en plus des médecins femmes d'ailleurs, prescrivent des pilules croyant que magiquement, ça va régler la détresse intérieure et la souffrance intérieure de jeunes adultes, particulièrement des femmes. Doc, je veux juste faire attention à quelque chose. Oui. Bon, moi, les chiffres que je vous ai dit, c'est documenté. Vous, les femmes médecins qui prescrivent plus d'antidépresseurs, c'est-tu documenté, ça? Pas officiel, c'est empirique. Tu as raison de le rappeler. Ça, c'est empirique. C'est qu'il y a une augmentation maintenant, selon Charles Bernard. Le 2/3 des médecins généralistes de moins de 40 ans sont des femmes. OK. Puis il a même avancé le chiffre de 80 %, mais je crois que Charles s'est trompé. OK. Fait que c'est qu'il y a plus de médecins tout court. Mais vu qu'il y a plus de femmes, c'est facile de dire, donc, les femmes prescrivent plus. Bien, il y a eu une augmentation. Et il me semble... Je veux juste qu'on soit prudent. Oui, il me semble que les femmes médecins sont plus facilement anxieuses face à l'anxiété de leurs clientes. OK. Mais ça, encore là, Hypothèse. selon Oui, ça, vous. c'est du- oui, oui. Selon vous, là. Exactement. Ça, c'est OK. du Mayou. là. OK. On va aller au téléphone. On va parler avec Patrick de Gatineau. Bonjour, Patrick. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Ben oui, Patrick. on vous écoute. Écoute, moi, en 2011, j'ai fait une dépression. Et puis, j'étais sur l'assurance emploi. Et puis, j'étais chez psychologue, psychiatre, je veux dire, j'ai rempli un questionnaire de 2 pages, puis après ça, dans 10 minutes, il m'a prescrit de l'Extexor. Je suis sorti de là, je me suis dit, ce monsieur-là m'a jamais écouté, puis tout de suite, il diagnostique que j'ai besoin de Fexor. J'en ai pris pendant 6 mois de temps, mais vu que j'étais sur l'assurance salaire, mes assurances, ils m'envoyaient un psychologue à domicile à chaque semaine pour que je retourne au travail, parce que je suis un client qui coûte cher quand je suis sur l'assurance salaire. Oui. Donc, il m'a envoyé un psychologue 1 fois par semaine, puis avec le psychologue, on est venu à la conclusion de changer mon alimentation, puis de m'envoyer au gym, parce que moi, mon employeur, il payait la moitié de notre gym par année si on allait s'entraîner. Oui. On avait ça dans la convention collective. Là, écoute, j'ai fait tout ce que le psychologue me dit. J'ai changé mon alimentation, j'ai été au gym, puis ça fait 7 ans que je m'entraîne, puis j'ai pris des affections seulement 6 mois. Et quel effet secondaire avez-vous eu avec l'Effexor? Je perdais ma fraction de seconde. Quand on me parlait, là, je perdais ma fraction de seconde pour répondre. Puis le système nerveux, écoute, j'étais crispé. Là, je l'appelais le psychiatre, puis il me disait, on va doser, on va baisser votre dose. Écoute, je shakeais du coup. Comme si je faisais du Parkinson. Mais il dit, parce que votre dose est trop fort. Je dis, voyons donc, c'est pas normal. Ça, je fais le plus mal qu'avant. Continuez. D'autres effets secondaires que vous avez eu? Niveau érectile, Oui. ça levait plus. Ah ouais, chez les hommes aussi. Moi, je pensais que pour les femmes, il y avait une baisse de libido, mais je savais pas pour les hommes. La même chose. Ouais. Il y a un Ah, trouble ouais. d'excitation sexuelle chez les deux sexes. Alors, ça ne levait plus du tout, péniblement, à moitié? À moitié. À moitié. Et vous, On va aviez dire, quel ouais. âge? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans. Hey, Alors, Colin. à 35 ans, demi-érection. Essaye de redevenir heureux, toi, avec ça. Ben écoute, tu passes de 3 fois par jour à 3 fois par mois. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est un extrême à l'autre. Et puis, écoute, je vous le dis, l'alimentation... Est-ce que votre médecin de famille vous avait Oui. prévenu des effets secondaires, entre autres du trouble érectile? C'est le psychiatre. Oui, il me l'avait dit que ça Est-ce pouvait être un effet secondaire. Ah, le psychiatre vous avait prévenu? Oui. Ben, vous Ben, êtes- c'était dans la liste de feuilles qu'il me donnait, des effets secondaires possibles. Est-ce qu'il vous avait prévenu verbalement? Non, c'est moi qui ai tout lu. Parfait. Ah. Avez-vous pris du poids avec l'Effexor? Ben non, en dedans de 6 mois, non, j'ai pas pu... non. OK, parfait. Mais moi, je suis intriguée au niveau de votre alimentation. C'est quoi? Ils vous ont fait Oui. couper le sucre? Non, écoute, tout ce qui est patate, hot dog, salé, sucré, je veux dire, c'est des choses qu'on devrait enlever de notre alimentation, manger davantage de poisson, puis de poulet, puis de légumes, surtout des légumes. Les légumes, c'est les vitamines essentielles à la vie.
il faut que tu remplisses ton corps de vitamines. Si tu vas aller loin de ton char, mets du gaz. Puis c'est un peu ça qu'on m'a fait comprendre, mais surtout, par-dessus ça, quand tu vas faire de l'entraînement, t'es en forme après, puis ça a changé complètement ma dynamique. Puis écoute, j'ai jamais eu besoin de pilules par la suite, puis je m'entraîne encore 4 fois semaine aujourd'hui. Ouais. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, Patrick. Merci d'avoir témoigné. Merci. En passant, il y a un manque d'éducation au niveau de l'alimentation. Coupe les hot dogs, le pain. C'est tout du sucre, ça, là. Pain, pâte, patate et le sucre. En passant, là. Hey, on doit s'arrêter. Non, on va repasser parce que moi, je répète ça à tous les jours que je vois des clients à mon bureau. Pain, pâte, patate, là, puis le sucre, là. On n'a plus besoin de ça. On ne travaille plus assez fort pour la plupart du monde pour se permettre une alimentation comme ça. Ah, puis l'énergie, elle augmente de beaucoup en coupant le sucre, en passant. Ben oui. C'est pour ça que je pensais qu'elle allait vers ça. Oh oui. Et juste pour en revenir, avant d'aller à la pause, là, parce que après, on va passer avec d'autres auditeurs par la suite. Patrick, vous avez semblé vous saviez déjà la réponse avant de lui poser. Est-ce que votre psychiatre vous a averti que vous pourriez avoir des troubles érectiles? Ça se peut quasiment pas, Doc Mayou, qu'un spécialiste ne prévoit pas cet effet secondaire-là, n'en parle pas à ses patients ou patientes. À un homme de 35 ans, un petit vieux comme moi, c'est pas grave. Mais un homme de 35 ans, là, qui passe de 3 relations sexuelles complètes par jour à 3 fois dans un mois, là. Puis chez les femmes, c'est la même chose aussi, perte de libido. Puis ça, vous pensez qu'on le dit pas non plus aux femmes? Jamais, encore moins. Fait que les femmes mettent ça sur le compte de la dépression, les hommes aussi, mais pas sur le compte du médicament. Ouais. C'est un peu ça, là. Exact. Mais je trouve que ça fait effet boule de neige. Ça fait... t'as un C'est problème que- de santé mentale, tu rencontres le psychiatre, tu prends des antidépresseurs, là, t'as plus de libido, tu prends du poids, qu'est-ce qui arrive peut-être? Ben là, dans le couple, on s'entend que c'est pas la même dynamique, donc ça peut peut-être amener même des séparations. Ça va-tu jusque-là? Ça peut. Tout ça est vrai. Ça peut aller jusque-là. Oh oui, c'est pas chic. C'est pas chic. Alors, les antidépresseurs sont des produits extraordinaires pour les personnes qui souffrent d'un débalancement biologique. Et contrairement à ce que la majorité des cliniciens, généralistes et psychiatres croient, c'est qu'une dépression biologique, c'est rare. OK. On ne voit pas ça souvent. On va revenir là-dessus. J'aimerais ça que vous nous expliquiez la différence au retour de la pause, non? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va plutôt rouler parce que... Ah oui? Et c'est difficile, puis il y en a qui vont utiliser mes propos pour se diagnostiquer. OK. Pas de Alors, problème. OK. j'aime mieux simplement dire qu'il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques et que la dépression biologique, c'est-à-dire tes centres de l'humeur dans le cerveau qui se débalancent, c'est rare. J'ai une question avant d'aller à la pause. Puis j'aimerais ça que les auditeurs y répondent, puis vous aussi, là. Ça se fait-tu que quelquefois la pilule, là, c'est un prétexte pour ne pas prendre une décision aussi? Puis changer de milieu, changer de job, changer de chum, changer tout ça? Tout ça est possible. Tout ça est possible. L'être humain est complexe. Ses motivations sont nombreuses. Et l'être humain, contrairement aux autres mammifères, peut s'illusionner. Et essaie de s'illusionner. Se raconte régulièrement des histoires fausses à son insu pour protéger une personne signifiante, traumatisante dans le passé. Ça nous dit quelque chose. On va aller à la pause. On veut vous entendre. Est-ce que les antidépresseurs ont été votre pire ennemi? Ou avez-vous fait des changements d'habitude, un peu comme Patrick le fait, puis ça a été merveilleux pour vous dans un cas comme ça, ou dans d'autres cas, il y en a, là, des cas où ça en prend des antidépresseurs, on l'a mentionné, mais parlez-nous de vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle que je trouve vraiment hot, moi, personnellement. C'est la Sun Life
qui augmente la possibilité à ces travailleurs d'avoir des suivis thérapeutiques. Vous, comme moi, là, si vous avez un employeur qui... on les paye quand même, là, ces assurances-là. On le va passer chaque semaine sur notre paye, d'ailleurs. Mais bref, comme moi, là, j'ai 1 000 pour voir un psychologue par année, tout comme les membres de ma famille. Mais la Sun Life, à partir de maintenant, c'est 12 500 $ par année pour la famille. C'est fou, là. Et eux autres, ils évaluent que de prévoir au lieu de guérir, c'est ça la solution. Ils sont pas sans avoir constaté que les médicaments, ça ramenait pas le monde au travail. Là. Non, l'épidémie de prescription de pilules au Québec, au Canada, ne ramène pas, ne rend pas plus fonctionnelles des personnes en détresse psychologique et en souffrance. Ouais. En l'absence, je rajoute, en l'absence d'un trouble biologique, qu'on appelle une maladie. Alors, la détresse causée par des expériences passées, des traumatismes, des expériences négatives actuelles, de la brutalité de la part du conjoint, etc. Toute cette détresse-là ne se traite pas à coup de pilules, surtout pas avec des antidépresseurs et du Vivance ou Wellbutrin. Alors, il y a des limites aux médicaments et même de ça. Vous avez entendu Patrick tout à l'heure. Patrick, spontanément, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant sa petite seconde? Comment t'as compris ça, toi? Oui. Non, il dit, il manque une petite seconde. Une fraction de seconde, oui. Il manque une petite... Alors, il s'est trouvé ralenti intellectuellement lorsque vient le temps de répondre alors qu'il est sous l'effet de l'effexor. On appelle ça une perte d'efficience intellectuelle. Autrement dit, il y a beaucoup d'adultes qui prennent des antidépresseurs, du Wellbutrin et du Vivance qui sont moins brillants, moins vifs intellectuellement. C'est tout un effet secondaire. C'est pas un bel effet secondaire. Alors moi, quand j'entends, par exemple, des individus à risque qui prennent des antidépresseurs, je deviens extrêmement inquiet et j'assure un suivi de très proche. Exemple, des policiers qui peuvent avoir à dégainer une arme. Exemple, des individus qui conduisent une pelle mécanique où, tu sais, à Montréal, là, dans le haut, là, quand il y a une grue là. Ouais. Alors, il y a des fonctions. Un conducteur de van qui est aux antidépresseurs et qui perd sa petite seconde de réaction. Non, vous avez raison. Qui a un peu de tremblement. Je capote comme psychiatre. Ouais. Alors, les médecins qui distribuent les antidépresseurs comme des Nananes et du Vivance puis du Wellbutrin, s'il vous plaît, pourriez-vous les revoir la semaine suivante afin de vérifier? J'ai bien dit la semaine suivante. José, c'est ce que je fais. Je les revois une semaine après. Pourquoi que je les revois une semaine après? Pour vérifier quel effet ça leur a fait. Parce que là, pour la grande eux et pour la société, là, c'est ça. Tu peux pas t'imaginer la grande découverte qu'on est en train de faire. On est en train de découvrir que les cerveaux humains ont des réponses individuelles aux médicaments et aux drogues. Tout le monde réagit pas de la même façon aux mêmes produits, que ce soit de la drogue illégale ou légale ou des médicaments. Mais la fraction de seconde, c'est-tu universel, ça? Ou encore là, c'est d'une personne à l'autre, c'est différent? Okay. Mais l'individu qui occupe, par exemple, qui est au maître d'une pelle mécanique ou une pépine, est en train de creuser et c'est lui qui conduit la pépine, là, puis ils sont en train d'installer des tuyaux sur le bord de la rue, là. Puis le gars, il a perdu sa petite fraction de seconde, là, il est aux antidépresseurs. José? Non. C'est ça. Oui. Donc, on va aller au téléphone, on va parler avec Karine. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Karine. Oui, bonjour. Bonjour, Karine. Bon, en fait, je ne sais pas trop par où commencer. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous disiez, en fait. Là, moi, pour faire une courte histoire, donc, suite à mon accouchement de mon deuxième bébé, à partir pas mal quand il y avait à peu près 4 mois, j'ai commencé à faire des crises de panique, d'angoisse.
me sentir comme une mauvaise mère. Ce que ça m'avait pas fait ça à mon premier enfant qui a 4 ans. Oui. Mais bon, donc je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai rencontré un psychiatre qui m'a prescrit du Cipralex. Oui. Moi, il me semble que c'était du 10 mg et un 150 de Rivotril. Non, donc, ça c'est impossible. Là, non. J'en avais 150. Non, 1,5. Non, oubliez ça, 150. Non, là, pas c'est... 150. Non, ce que je veux dire, c'est 150 pilules. OK. De 1 mg de Rivotril. Oui. Renouvelable 3 fois. Oui. Malgré que j'avais des idées suicidaires et compagnie. Oui, quel est l'effet du Rivotril le plus fréquent? Ben là, Rivotril, en fait, là, au début, je le prenais quand je faisais des crises de panique et tout ça, mais oui, quel est son effet secondaire le plus fréquent? Connu. Je le sais pas. Aucune idée. Ça déprime. Ça fait pleurer. Bon. On donne ça à quelqu'un qui est en dépression. Ça fait pleurer. Oui, parce qu'elle est anxieuse. On soulage son anxiété, mais on augmente la quantité de ses périodes de pleurs. Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, là, peu importe. Mais il y en a fait. Non. Je les prenais. Attendez un peu, oui. là. Qu'est-ce qui s'est passé 4 mois après la deuxième grossesse? Ben là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, mes garçons ont la sténose du pilaire. Donc, ça allait super bien, là. Puis, mais bon, j'ai encore vécu la sténose du pilaire avec mon deuxième. On est à l'hôpital. J'ai vécu le choc un peu de l'opération et compagnie. Puis on dirait qu'après ça, j'ai comme tombé dans une espèce de chute, là. Je sais pas trop, puis j'étais plus capable de me relever. J'étais triste, je pleurais. Puis encore aujourd'hui, là, écoutez, là, c'est pas... Il y a rien de fini, là. Quel âge ont les enfants maintenant? Présentement, il a 6 mois et demi. Ouais. Puis mon plus grand, 4 ans et demi, à peu près, là. Fait que c'est ça. Là, présentement, c'est ça. Oui. Donc, mon Cipralex, là, j'ai été rencontrer soit dit en passant, mois. C'est pas à vous le Cipralex. Vous dites mon Cipralex, pas à vous, ça, là. Le Cipralex, oui. J'ai dit mon. Bon, oui, vous avez dit mon Cipralex, oui. Bon, le Cipralex, oui. Cipralex, oui. J'ai rencontré mon médecin quand même assez tard après. Puis, elle a bien vu, là, fait qu'elle m'a augmenté à 15. Puis, elle a dit, ça fait pas, monte à 20. Ouais. Fait que là, j'ai comme monté à 15, j'ai me sentais encore triste. Ça marchait pas. Mais le Rivotril, je le diminuais. Parce que le Rivotril, de toute façon, j'étais pas capable de m'occuper de mes enfants avec puis là, ça. Karine, ben c'est ça, moi, c'est là que je veux aller, si ça vous dérange pas. Là, vous êtes encore médicamenté? Vous avez encore... Là, oui. Présentement, on est comme dans un changement. Je suis comme dans une espèce de démarche pour introduire l'Effexor. OK. Mais là, avec vos enfants, comment ça se passe? Comment sont vos capacités, votre... Ah, ça va pas très bien, là. C'est très instable. Une chance que j'ai ma mère qui est là pour m'aider. Une chance que mon chum est présent. Je veux dire, j'ai des bonnes journées, j'ai des mauvaises journées. Avez-vous pris un peu de Rivotril ce matin? Non. Vous l'avez pris quand? Hier soir? Non, j'en ai pas pris hier soir non plus. Ben voyons, vous avez la voix un peu ébrieuse, ouais. Vous êtes un peu sa brosse ce matin. Qu'est-ce qui vous rend sa brosse comme ça, vous? Ben voyons donc. Oui, vous êtes un peu... Ça doit être l'émotion. Non. Vous avez la voix légèrement ébrieuse. Ébrieuse, comme si vous aviez pris un coup. Ben non, j'ai zéro pris un coup, là. Non, mais c'est les médicaments, peut-être, là? En tout cas. Je sais pas, là. Ouais. Ben écoutez... est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avez consulté qui pourrait essayer de vous aider un peu? Ouais. Présentement, je suis en thérapie avec un psychologue qui fait la démarche EMDR. Oh, racontez-nous ça, qu'est-ce que vous faites en EMDR? C'est très populaire, ça, là. Ben, en fait, j'en ai fait une fois avec lui. Oui. C'est comme un peu des vibrations là, il me met dans les mains, là, des espèces de...
pour stimuler mes 2 hémisphères du cerveau, là, qui m'expliquent, ouais. puis tout ça. Puis, Il vous met des vibrations dans les mains? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, Il vous met c'est comme... des vibrateurs? c'est comme j'ai le choix, là. C'est soit sur les oreilles, soit sur les mains. Ça stimule les 2 Oui, et Karine, ça paraît que vous êtes aux pilules. Je vous ai posé une question simple. On essaye de comprendre ce que vous faites. Il met des vibrations dans les mains. C'est quoi ça, concrètement? Qu'est-ce qu'il vous met dans les mains? C'est c'est comme des bouts de plastique là, qui vibrent. Là. Bon. Non, c'est pas une farce, on veut comprendre. Il vous met des bouts de plastique dans les mains qui vibrent? Oui. Pendant combien de temps? La dernière fois, ça a été 2 heures. Ah bon? Ça vous Puis, il me parle, il me pose des questions. Ben, je sors de là exténué un peu. Je sais pas si ça l'aide, on l'a pas fait assez. Vous l'avez fait une fois. Vous l'avez fait une fois déjà. OK. Bye, Merci, Karine. Bonne chance. Allez, essayez peut-être une autre approche, là, juste pour moi, un petit peu de voir comment ça va avec votre mère. Comment vous entendez avec votre mère? Je m'entends très bien avec ma mère. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle le matin. Puis avec le chum? Ben, c'est sûr que c'est difficile. En quoi est-ce plus difficile? À la communication. C'est-à-dire, concrètement, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Ben, en fait, c'est vraiment... ça fait longtemps là, que moi et mon conjoint, la communication, c'est difficile, puis tout ça. Puis pour répondre à la question de Josée tantôt, c'est vrai que la pilule, des fois, c'est peut-être on prend ça pour éviter de prendre une décision, là. Ouais. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, est-ce que je suis encore bien là? Est-ce que je suis encore bien là-dedans? J'y ai pensé. Est-ce que si je m'en allais de là, est-ce que finalement je reprendrais le contrôle de ma vie? On se pose beaucoup de questions, là. La sexualité avec le conjoint, ça va comment? Ça va pas vraiment. Ça va pas vraiment. Et qu'est-ce qui va pas vraiment? Ben, elle n'existe pas vraiment. Oh, depuis combien de mois ou d'années qu'il y a? Oh, pas d'années, mais... Oui, parce que vous avez un enfant qui a 6 mois et demi. Alors, ouais, ça peut faire 1 mois et demi. Ça peut faire 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de sexe quand même. Je sais pas. À quand remonte? Est-ce que vous avez assez de mémoire pour vous rappeler la dernière fois? En termes de mois, là. C'est-à-dire? Je sais pas, moi, 4 mois, 5 mois, je sais pas. 4 mois, 5 mois? Ça concorde-tu avec les médicaments ou bien c'était comme ça avant aussi? Ben, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de libido comparativement à moi. Oui. Par contre, on dirait que depuis que je suis avec lui, j'en ai de moins en moins aussi. Oui. Avez-vous partagé cette dimension-là avec votre médecin de famille? Et qu'a-t-elle dit? Je n'ai pas partagé cette dimension-là. Ben, Karine, il faut surtout pas parler de sexe avec sa médecin généraliste. Tout à coup, que vous l'embarrassiez. Ben, c'est ça, tu sais. À votre connaissance, est-ce que votre médecin de famille est actif sexuellement? Doc Mayou, Ah non, mais c'est méchant, là. Doc Mayou. C'est méchant. Oui. Ben oui, t'arrives dans le bureau du médecin. Rien à foutre de sa sexualité. Non, mais parfois, les patients connaissent des éléments d'intimité. Parce que, savez-vous pourquoi je vous pose ça comme question? C'est que j'ai des patients qui me racontent régulièrement les confidences de leur médecin de famille. Non, mais Doc Mayou, vous, parlez-vous de votre sexualité avec vos patients? Non. Ah, c'est important. Non, attends un peu. Ouais, bon point, José. Oui, regardez. Mais non, mais tu sais, je veux dire, je m'en foutu, moi, de sa sexualité à elle. Ça m'intéresse Vous pas. pourriez nous en parler à nous, aux auditeurs? Vous donnez des conseils à nos auditeurs, Doc Mayou. Il faudrait connaître votre sexualité. Voulez-vous qu'on aille à la pause? Je vous dis qu'il y a des médecins de famille qui se confient à leurs patients et qui leur confient des détails intimes. D'où ma question. On va se laisser, Karine. Moi, ce que je vous souhaite, là, c'est une bonne prise de décision. C'est pas de mes affaires, mais une bonne réflexion. Bye, Karine. Bonne chance.
Oui. Merci. On n'a pas parlé beaucoup de pilules, finalement, mais Assez, Les assez. pilules, c'est un Assez. peu le thème de l'émission. Souvent, c'est un prétexte. Merci beaucoup, Karine. Oui, et vous étiez dans le sujet. Tout à fait. Ça ne pouvait pas être mieux. Ouais, fait qu'on vous écoute, Doc. Oui, sûr. Sur votre sexualité, ça m'intéresse, moi. Oui, mais écoute, Je suis sûre alors que ça que intéresse j'ai- plein de monde. Oui, mais José, à 68 ans, là, le jus est sorti du pot, là. Écoute, il y a, le jus il y a est plus de extrait. vigueur, il y a plus de... Ben oui, mais écoute, En tout cas, vous j'irai avez l'œil pas. vif encore. Oh, Les là, commentaires aussi. C'est le jus dans le citron qui est... OK, on va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'ai devant moi, Doc Mayou, des chiffres incroyables. Oui. D'ici, puis ça vient du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. Mais il parle du Québec, OK? C'est pas juste de cette partie-là de notre province. Oui. D'ici 2020, ben là c'est mondial, la dépression va se classer au 2e rang des principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale derrière les maladies cardiaques. D'ici 3 ans. Au 2e rang. Hey, c'est fou, là. Mais là, c'est quoi le problème? Serait-il possible qu'il n'y a pas que le Québec qui haït les enfants? Ah, pour les entreprises, là, Ouais. ça représente 19 des coûts d'absentéisme, 40 des coûts de roulement de personnel, 55 des coûts des programmes d'aide aux employés, 60 des accidents de travail, 10 des coûts de régime d'assurance médicaments et 100 des poursuites liées au stress. Ce que ça coûte à notre société, là, OK? Le problème de santé mentale en milieu de travail, aux entreprises canadiennes, ça représente 14 de leur profit annuel net, 16 milliards de dollars, mais en coûts indirects, là, ça représente 30 milliards de notre économie canadienne causée à cause des problèmes de santé mentale. T'es pas sérieux. Est-ce que c'est uniquement en milieu de travail? Parce qu'il y a la schizophrénie et les maladies, là. Eux autres, ils parlent de dépression et de problèmes liés à la consommation, Oui, à la toxicomanie. Et l'impact, c'est sur le milieu de travail Oui. ou sur la société, le produit Bon, intérieur milieu de brut? travail, c'est 16 milliards, puis le 30 milliards, c'est notre économie canadienne. Les coûts indirects. C'est ça, exactement. 16 milliards de coûts directs? 16 milliards aux entreprises, puis 30 milliards en coûts. Oui, à la société. C'est ça. OK, Puis ça, juste avant d'aller au téléphone, là, Aïe. parce qu'au téléphone ce matin, On quand va- on a fait notre Aïe. petit meeting, là, Oui, oui. parce que souvent, vous êtes porté à dire, bon, plus les femmes. Puis là, moi, j'ai un réflexe, faut que je vérifie. Bon. Et là, vous disiez que oui, les antidépresseurs, les dépressions, les burn-out, c'était beaucoup plus les femmes. On est mal parti, là. Les antidépresseurs se classaient au 2e rang parmi les médicaments sur ordonnance les plus prescrits aux jeunes femmes et aux filles âgées de 15 à 24 ans. C'est la pilule et les contraceptifs qui sont en première position. Non, ça marche pas. Le Québec haït les enfants et le Québec haït les fillettes. Les fillettes ne sont pas élevées au Québec. Elles sont laissées elles-mêmes. Pour une majorité. Pas pour tout le monde. Pour une majorité. On va parler Alors, avec... malheureusement, vous avez les résultats. Vous récoltez, chers auditeurs, ce que vous semez. Alors, c'est quand triste. vous semez de l'ivraie, vous récoltez de l'ivraie. Pierre-Marc nous appelle de Laval. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien, Pierre-Marc. Excellent, excellent. Moi, c'est ça, je vais faire vite, là. Monsieur Mailloux, vous disiez que le Québec haïssait les enfants. Ben, moi, j'ai été un des enfants qui a été dompé en garderie à 7 mois, là. Je vous ai déjà appelé à cet effet-là. Mais c'est ça, en gros, j'ai jamais senti que mes besoins d'enfants étaient prioritaires, disons. Oui. Fait que, alors c'est ça. Fait que là, j'ai grandi un peu avec ça. À l'âge de 15 ans, j'ai été diagnostiqué d'un TOC. On m'a fait prendre du Celexa par la psychiatre. Mais c'était surtout une petite béquille parce que je considère que la psychiatre m'a beaucoup plus aidé en m'encourageant à prendre un peu plus de l'autonomie. Là. Tu sais, je vous avais déjà dit que ma mère allait me reconduire à l'école encore à 15 ans. Je prenais pas l'autobus. Je ne socialisais pas beaucoup avec d'autres jeunes. Alors elle m'a dit là c'est fini. Là, tu prends l'autobus. Pierre-Marc. Oui.
Vous aviez une mère qui vous aimait d'amour tendre. Oui, mais une mère amoureuse, qu'est-ce qu'on va faire si on commence à garrocher des roches à des mères amoureuses de leurs beaux grands garçons? Étiez-vous beau à 15 ans? Vous deviez être magnifique. Ouais. Disons que assez jeune, j'étais assez cute, disons. Mais on n'en doute même pas, cher Pierre-Marc. C'est drôle. Les mères, elles aiment beaucoup leurs fils quand les fils sont beaux, mais les petits gros, là, c'est drôle. Ils vont pas les reconduire trop souvent à l'école. Mais expliquez-moi, parce que là, vous avez dit que vos besoins d'enfants n'étaient pas prioritaires, et puis là, on parle d'une mère amoureuse, là. Oui, non, c'est ça, mais je pense qu'une mère amoureuse se fout des besoins de son enfant, se fout du développement de son enfant, parce que là, on est dans l'inceste psychologique, là, c'est les besoins de la mère, c'est les besoins d'elle, c'est ses besoins à elle qui est important, c'était pas les miens. Exactement. Elle avait besoin d'un petit mari. Fait que bref, fait que c'est ça. Fait que cette pédopsychiatre-là m'a aidé un peu à ce que mes tocs diminuent. Aujourd'hui, c'est assez correct. Oui. Mais bref, c'est ça. Fait que moi, à 16 ans, mon père est décédé subitement. Puis des deux, entre ma mère et mon père, c'est quasiment comme si mon père avait un peu plus joué le rôle de la mère en bas âge. Oui. C'était lui qui était le plus attentif à mes besoins. Fait qu'il est décédé à 16 ans. Ça a été quand même tout un choc. Effectivement. Ouais. Pas chanceux, vous? De quoi est-il décédé? Il est décédé d'un infarctus à 56 ans, mais il était pas en forme, il faisait pas attention. Là. Non, mais quand même. Oui, non, c'est ça, tout à fait. Sauf que bon. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai. Et vous avez quel âge? Vous avez quel âge actuellement, Pierre-Marc? Là, j'ai 26 ans. 26. Ouais, j'ai 26. Oui, là, ça fait 20 ans que les garderies. T'en as un peu, ça fait 25 ans que les garderies d'État sont. C'est une bonne question, je ne peux pas vous répondre. Pauline Marois, vous aviez supposément 6 mois quand vous avez été dompé. Je ne pense pas que c'était dans une garderie d'État. Elle vous a dompé où, juste à 7 mois? Exactement. Moi, c'était une garderie en milieu familial, mais quand même, moi, je me souviens vaguement de l'éducatrice, là, puis à un moment donné, j'avais fait caca dans mon lit, peu importe, puis elle m'avait fait très bien comprendre qu'il fallait que j'aille honte de ça, puis je devais avoir 3-4 ans, là. Fait que si c'est le souvenir... Si c'est le souvenir dont je me rappelle, là, j'ose pas imaginer les autres journées que j'étais là. Doc Mailloux, les CPE, ça existe depuis 1997, ça fait 20 ans. Ouais. Et moi, j'aimerais ça qu'on en arrive, Pierre-Marc, à notre sujet du jour, parce qu'avec vous avez raconté tout ça, mais vous avez pris des antidépresseurs, en prenez-vous encore? Ouais, non, pas du tout, c'est ça. Moi, à 20 ans, j'ai dû justement reconsulter parce que ma vie était un peu... j'ai tout le temps été un élève assez brillant et intéressé, puis tout d'un coup, les études, ça avait plus d'importance. C'est ça, mon père était décédé 4 ans plus tôt. Alors, c'est ça. Fait que j'avais consulté en psychiatrie, et là, évidemment, le psychiatre... je vais vous dire, ça a déboulé pas mal vite parce qu'en 2 rencontres, dont une qui était avec sa stagiaire, après ça, 3 jours plus tard, j'ai rencontré le psychiatre pour la première fois. Et la journée même, je ressortais avec un diagnostic de trouble de personnalité limite et ma prescription de Prozac. Et le médecin ne m'a jamais demandé comment allait ma libido. Vous parliez que les médecins avaient peut-être un problème avec la sexualité, mais lui, c'était un homme, là, c'était pas une femme. Problème avec la libido, problème avec l'appétit, il m'a jamais demandé ça. Oui, mais attendez un peu, Pierre-Marc. Oui. N'est-il pas exact qu'il était accompagné d'une stagiaire? Fallait qu'il y ait une femme là-dedans. Ouais. Voyons. Oui. Est-ce que la stagiaire était belle? Oui, elle était belle. OK. Puis, elle était dans le bureau avec lui, là, quand il vous parlait? Est-ce qu'un psychiatre... Oui, absolument. Est-ce qu'un psychiatre peut se permettre d'interroger un client sur sa sexualité en présence d'une belle stagiaire de 20 ans? Ben non, probablement. Vous êtes fort, Doc Mailloux, vous êtes fort. Et pourquoi, Pierre-Marc, que la plupart ne le feront pas, d'après vous? Vous êtes brillant. Pourquoi que... Ouais. Pourquoi qu'ils le font pas? Ouais. Eh boy, je sais pas, peut-être que sa stagiaire le verrait sous un autre jour, tout d'un coup, ça se peut-tu? Ça pourrait être aussi simple que ça. Hypothèse intéressante. Sur quel jour? Quand t'es professionnel de la santé et que t'as des questions à poser, t'es poses, là. Voyons. Ouais, mais il y en a qui peuvent cacher. Au prix qu'on les paye, ces psychiatres-là, faut qu'ils soient efficaces un peu, là. Mais c'est ça. Puis là, moi, un diagnostic de TPL, alors que j'étais tout simplement révolté d'avoir toujours vécu dans une famille qui
que j'étais tout le temps obligé d'obéir. Ben, c'était surtout ma mère. On va nommer les principaux coupables. Okay. Puis, je perds mon père, puis tout ça, c'est assez révoltant. Fait que TPL dans le front, là, alors que j'avais toujours été fonctionnel. Et là, comment ça va, Pierre-Marc? Ben là, c'est ça. Bon, moi, je cherche un peu ce que je vais faire dans la vie encore à 26 ans. Je reste encore chez ma mère, croyez-le ou non. Oui. Parce que j'essaie d'accumuler un peu mon argent, j'essaie de pas trop dépenser. Comment va la relation amoureuse de sa part envers vous? Ah ben, en voulez-vous une bonne? Oui. Après le décès de mon père, là, elle a été 10 ans sans fréquenter personne. Et savez-vous c'est quoi le nom de son nouveau copain? Non. C'est Pierre-Marc, monsieur. Bon, là, Pierre-Marc. Et elle m'a fait. Il n'y a rien que Pierre-Marc, là, en 5 minutes, là, j'ai entendu plein de défauts de votre mère. J'ai entendu plein d'horreurs de votre mère. Comment ça. Elle a eu un. Écoutez, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez 26 ans, ça a créé votre camp? Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est juste les finances. C'est juste les finances en ce moment. OK, vous profitez d'elle. Ben, je pense que après tout ce qu'elle m'a fait, je pense que j'ai un petit peu le droit. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous vous sentiez légitimé de profiter d'elle au maximum dans les circonstances. On va se quitter là-dessus. Un moment donné, c'est assez. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Pierre-Marc. Merci à vous. Continuez. Je suis pas d'accord pas en tout, moi, là-dessus, là. Tu sais, assume, en tout respect, Pierre-Marc, là. Mais assume, là. Non, il ne peut pas assumer tous les mots qu'il a dit, de sa mère. Il est capable de le verbaliser. Il sait. Là, en plus, en tout cas, pensez-vous. En tout cas, je vais arrêter. Je suis pas psychiatre. Non, il profite d'elle pour continuer à grandir. Moi, je pense qu'il est quand même dans une situation où c'est pas si désagréable que ça, là. Oui, pour une fois que c'est à son avantage. Là, il est en train de veiller à son meilleur intérêt à lui, pas au sien, à elle. Ça va prendre le temps. Non. Je te dis, par expérience... Il reprend le contrôle. C'est un peu ça. Graduellement. Il grandit en tassant l'ombre qui l'a empêché de grandir. Okay. Tranquillement. On va aller à la pause. On veut vous entendre. Est-ce que les antidépresseurs sont votre pire ennemi? Est-ce que aussi... Moi, j'aime ça, les belles histoires. Avez-vous été capable avec autre chose que des pilules, de reprendre votre vie en main, là. Que ce soit avec une décision. Tu sais, des fois, c'est juste le coup de prendre, la décision. Puis après ça, ouf, la libération qui arrive. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Réservez votre circuit télé. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître votre expérience en termes d'antidépresseurs et parler de vous, oui, mais on a reçu un courriel de quelqu'un qui veut nous parler de sa mère. Elle dit, j'ai vu ma mère prendre des antidépresseurs toute mon enfance et adolescence. Oui. J'ai vécu 2 décès majeurs, mon conjoint en 2008 et ma fille cette année. Je n'ai jamais voulu me bourrer de pilules, car avec ce que j'ai vu étant jeune de ma mère, toujours couchée, alcoolo, dépressive, braillage à tous les jours, alors qu'elle avait cessé d'être sur le marché du travail lorsqu'elle m'a adoptée, eh bien moi, je me suis botté le derrière, j'ai pris soin de mes 2 enfants lors de la perte du conjoint et refait ma vie. Je ne dis pas que je n'ai aucun démon intérieur, mais je fonctionne très bien dans la vie. Courageuse. Oui, bonne stamina. Elle a le goût de se battre. Parce qu'en plus, elle n'a pas eu la présence d'une mère bien présente. Là. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait sur un enfant, une mère dépressive? Qu'est-ce que ça peut amener? De l'anxiété? Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Et l'auditrice aurait pu nous parler de ses démons à elle. Elle a des lacunes. Maintenant, elle a survécu. Elle est courageuse. Elle a une force intérieure indéniable, mais c'est pas facile parce que ça peut influencer les choix de carrière, ça peut influencer les choix de conjoint, ça peut influencer beaucoup de décisions de vie. Ça rend les personnes souvent insécures, méfiantes, incapables d'intimité, intimité difficile, rapprochement difficile.
Alors, c'est très variable. On ne peut pas répondre à une question comme ça. Puis j'entends souvent des psychologues à la télé qui se font poser la question, puis là, ils ont une réponse pour tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça doit dépendre de l'entourage aussi. Hein? Ça dépend s'il y a aussi un substitut. Alors, parfois, il y a des adultes qui sont pas bêtes. Voisins, grands-parents, oncles, tantes, qui vont récupérer un enfant délicatement, sans trop que ça paraisse. Réparation par cet adulte qui fait preuve de bienveillance, d'attention, d'intérêt. On a le cas de Julie maintenant. Elle dit « Mon fils a été diagnostiqué TDA à l'âge de 7 ans. Mon fils était un petit garçon plein de vie, joyeux, rigoleur. Pour l'aider à garder sa concentration, on lui avait prescrit du Vivance. Sur le coup, nous avions vu de beaux résultats, mais après quelques mois, nous avons vu notre garçon dépérir. Il avait perdu sa bonne humeur, sa joie de vivre, il riait de moins en moins, il s'isolait, il donnait l'impression de sombrer dans une dépression, il ne voyait plus de sens à sa vie. Il nous disait souvent à son père et moi qu'il ne comprenait pas pourquoi il était en vie, ne comprenait pas non plus ce que ça donnait de vivre. Après quelques mois, il nous disait vouloir mourir. Il avait même des moyens pour y arriver. Nous avons rencontré un pédopsychiatre d'urgence au CHUL et celui-ci nous a référé pour un suivi avec un pédopsychiatre. Ils ont pris le temps de discuter avec mon fils, l'évaluer comme il se doit et surtout lui ont enlevé le Vivance. Ils l'ont remplacé par une autre médication, le Bifantin et une petite dose de Ritalin la semaine puisqu'il était inévitable pour mon fils d'avoir un parcours scolaire et de vie adéquat sans médication. Aujourd'hui, mon fils est rendu à 12 ans. Il a plein de projets de vie. Il a une joie de vivre et des amis comme il n'en avait pas auparavant. L'indication médicamenteuse est questionnable. Celle présente? Oui. On essaie de faire croire, écoute, on essaie souvent dans le milieu médical de faire croire qu'il y a une panacée, qu'il y a une granule, une pilule qui va régler le problème. Je ne sais pas. Peut-être s'agissait-il d'un vrai trouble déficitaire de l'attention. Peut-être s'agissait-il d'autre chose, d'un enfant qui s'ennuyait à l'école et qui devient désintéressé. Le Québec traite très mal. Mais un médicament comme ça peut donner des idées suicidaires. Un petit gars là, de 8, 9, 10 ans, 11 ans. Oh, oui, ça peut avoir des effets délétères. Alors, le Québec traite très mal les enfants doués. On va à la pause, Doc. Au retour, on revient. Pierre Bertrand. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y a des gens qui sont en train... Des gens qui sont en train de réaliser des choses, Doc. Ah oui? On a Lucie, elle dit, vous venez de me faire allumer sur tous les effets secondaires que je vis depuis 2005, année où j'ai eu une très grosse dépression. Donc, mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs en 2005 que je continue de prendre encore aujourd'hui suite au conseil de celui-ci. Depuis toutes ces années, j'ai constaté que mes facultés mentales avaient diminué énormément ainsi que ma mémoire. Je suis très scolarisée, mais incapable de me concentrer et d'avoir toute ma tête. Je perds, j'oublie, je ne sais plus comment effectuer des tâches simples, tellement que j'en ai perdu mon emploi. Ma libido est à zéro, mais cela ne me dérange pas. Je prends du Celesax et Cerax. Elle prend du Celexa? Hein? Celexa et Cerax. Oui, Celexa et Cerax. Cerax, c'est un anxiolytique. Celexa, c'est l'antidépresseur. Elle ne nous a pas parlé de son gain de poids. Combien a-t-elle pris de poids depuis 2005? Ça serait surprenant qu'il n'y ait pas eu là, un 40 à 60 livres. Libido à zéro, elle, ça la dérange pas, mais certaines, ça les dérange. Et souvent, les personnes vont dire, j'ai pas de libido, ça me dérange pas, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou un petit mensonge à soi? Ça peut arriver. On va aller au téléphone, on va parler avec Nadine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nadine. Bonjour. Oui, donc, présentement, moi, je ne prends pas de médicaments. Je devrais, par contre, j'imagine. J'allaite encore mon bébé. Alors, j'ai pas voulu prendre, en tout cas, rien de chimique là, dans mon corps le temps de mon allaitement. J'ai pris dans le passé, pendant 4 ans, le psychiatre avait prescrit du Prozac.
Oui. C'est un vieux médicament. Ben oui, Prozac, non, mais c'est la pilule du bonheur. On l'a appelée affectueusement la pilule du bonheur. Le Prozac a rendu tellement de monde heureux, madame. Vous avez même pas une idée. D'où son sobriquet? La pilule du bonheur. C'est un antidépresseur nouvelle vague, New Wave. Oui, que je n'ai jamais... bizarrement, je ne l'ai jamais prescrit. Ben, c'est vrai, je suis un mauvais psychiatre. Bon, allez-y, continuez. Ouais, j'avais aussi du Xanax au besoin. Donc, j'avais pas beaucoup de comprimés. C'était juste pour une grosse attaque de panique. Dans le fond, moi, je fais de l'anxiété. Puis, je pense qu'avec les années, on peut dire généralisée, là, de la pas pire anxiété. Fait que là, ben c'est ça. Présentement, je suis pas médicamentée. Je m'en ressens beaucoup, je crois, parce que bon, j'ai appris à gérer les attaques de panique. Gérer, je veux dire, disons, stopper les effets physiques là, par, mettons, de la cohérence cardiaque. Là, quand c'est trop too much, là, je vais m'asseoir 2 secondes, je vais faire un peu de cohérence cardiaque. Ça va me. Racontez comment vous faites ça, la cohérence cardiaque. Ben moi j'ai un petit vidéo sur YouTube là parce qu'on peut le taper puis bon je suis la petite boule orange alors j'inspire, j'expire, ça dure quelques secondes par inspiration, expiration. Vous faites des exercices respiratoires. Ouais. Non. Ouais. Et ça a un certain effet positif? Ça, en fait, là, tu sais, comme une grosse attaque de panique, là, moi, je viens, la mâchoire me claque, là, je shake des épaules, ça me donne des genres de petits frissons électriques, là, dans le corps. Ben, là, ça va, le fait de faire ça va arrêter ça. Est-ce que vous saviez que les exercices respiratoires, c'est vieux comme la Lune, et principalement associé au yoga? Saviez-vous ça? Non. Ah bon? Non, je savais pas. On vous le dit. Allez-y, continuez. Ben, c'est ça. Donc là, moi, c'est sûr que, tu sais, je suis un peu grano, là, j'aime pas beaucoup les pilules, là. Ben, mais par contre, j'avoue que pour l'anxiété, c'est sûr que ça l'avait fait un certain bien. Pas à 100%. Oui, parce que c'est ça. Le Prozac a un léger effet, comme tous les antidépresseurs, ils ont un léger effet anxiolytique. Ça diminue l'anxiété un peu. Pas autant que les pilules de la famille du Xanax, parce que la dépendance était trop grande. Trop de monde restait dépendant et tolérant au Xanax. Il devait augmenter les pilules. Nadine, vous avez quel âge? 33 ans. Vous avez 33 ans. Parlez-nous de votre bébé actuel. C'est votre seul? C'est votre premier? Non, c'est mon 3e. Parlez-nous de vos enfants. C'est des bons enfants. Là, j'ai la chance d'avoir des très bons enfants, très sages. Ça va bien à l'école. Là, petite dernière vient de rentrer. Ben, en fait, je dis bébé là, mais moi mon bébé est rendu à quand même 2 ans là. Mais je l'allaite toujours à sa demande. Oui. Et puis voilà. J'en ai un aussi en famille d'accueil de proximité. Dans le fond, je suis une famille d'accueil de proximité. C'est un petit garçon que je connaissais. Et je l'ai pris à ma charge, là. OK, vous êtes famille d'accueil, là. Oui. Oui, mais c'est pas une famille d'accueil standard, là. Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Il a 4 ans. Un enfant de 4 ans. Comment va-t-il? Très, très difficile. C'est pas... Il est en attente, là, d'être diagnostiqué, j'imagine, là. Il est en attente de voir un pédopsychiatre, là. Nadine, vous avez 3 bons enfants et un enfant très difficile que vous avez accueilli. Temporairement, mais là, il est encore là. Je l'ai eu à 8 mois pour une durée de 4 semaines. Ouais. Comment une personne qui fait de l'anxiété généralisée se permet de rajouter un problème majeur sur ses 3 enfants à elle? Expliquez-nous ça, vous. Je ne le sais pas. Je ne le sais toujours pas, d'ailleurs. Y avez-vous pensé un peu? Comment ça se fait avec tout ce que vous nous avez dit, que vous vous permettez, avec une faiblesse comme l'anxiété généralisée, de vous surcharger avec un petit problématique sévère? À la base, j'imagine, c'était le syndrome de Mère Teresa là, qui veut sauver, qui veut aider. Je ne voulais pas le laisser dans la misère, je le connaissais. C'est beau. La mère. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Ouais. Avez-vous entendu, José et moi, au tout début de l'émission? Avant de sauver les autres, pourriez-vous essayer de vous sauver? Oui. Ça va être le plus grand service que vous allez vous rendre. OK? Bye, Nadine. Oui. Merci. Et pour le petit aussi, en famille d'accueil.
Sauve-toi, mets ton masque d'oxygène, prends une bonne bouffée, et ensuite, t'essaies de sauver les autres. Mais non, Mère Teresa, là, wow! Il y a des Mères Teresa qui font pas... Non, qui sont pas correctes, là. On a un auditeur, un homme. Il dit, lui, de son côté, il a pris du citalopram et du bupropion. Ouais. Et bupropion. il dit qu'il n'avait aucun orgasme. Ça a occasionné beaucoup de tracas avec sa femme qui se demandait s'il l'aimait encore. Il dit, je suis un gars qui a l'esprit très vif et avec ça, j'étais là, un vrai robot sur le cruise control. Malheureusement, avec mon travail, je ne peux pas. Tout est revenu normal depuis que j'ai arrêté et j'ai pris environ 35 livres. Bon, on commence à se dire les vraies affaires, José. Ouais. Les médecins ne le disent pas, on va se le dire en ondes. Mais c'est important comme information. C'est parce que l'histoire de l'orgasme chez les hommes, là, le gars qui bande boue, là, bon, les érections molles, OK? Demi-érection. C'est tout synonyme, là. Ou pas d'érection du tout. Sais-tu qu'est-ce qui arrive entre les partenaires, entre les conjoints? C'est que la conjointe, elle soupçonne d'aller se vider ailleurs. Le gars, il en mange des rondes, en tout cas. C'est même pas drôle. Non, mais la femme se remet en question. Tu me trouves plus belle? T'as-tu quelqu'un d'autre dans ta vie? Ça, c'est pas grave. Non. Oui, c'est pas grave. Le premier point, c'est pas grave. Tu comprends? Ben... Mais le deuxième est pas mal moins drôle. Ouais, si tu soupçonnes d'avoir une maîtresse puis qu'il n'y en a pas, tant qu'à ça, tout bien qu'il y en ait une, hein? Tant qu'à se faire chialer après. Ben oui, parce que le gars peut pas dire, c'est un effet secondaire des médicaments. Les médecins ne le disent à peu près jamais. À peu près jamais. Mais de nos jours, en 2017, là, oui. On trouve de tout sur Internet, même de l'information sur les médicaments. Ouais. Moi, je pense que si on me prescrivait quelque chose, que j'irais voir sur Internet aussi. On a une petite responsabilité, là. Oui, le problème avec Internet, concernant les effets secondaires des pilules, c'est que la liste ne finit plus. Alors, les compagnies pharmaceutiques, depuis 15 ans, ont découvert que pour se prémunir contre les poursuites, pour des effets secondaires indésirables, ils n'ont qu'à toutes les inclure dans la monographie. Okay. Hey, le CPS, là, c'est plus lisable. Fait qu'en conclusion, là, informez-vous auprès de votre médecin, tout d'abord. Ne pas craindre de créer des petits malaises. Des bons malaises, pas des beaux. Donc, on doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex et Olivier. Et à vous. On se dit à demain. Bye-bye, bonne journée.